Europe 1. 10h, 11h, le grand rendez-vous avec les Échos et CNews. Nicolas Barré, Mathieu Boccoté, Sonia Mabrouk. Bonjour à tous et bienvenue à vous. Bonjour Clément Beaune. Bonjour Sonia Mabrouk. C'est votre grand rendez-vous ce dimanche. Merci d'être là. Vous êtes le ministre en charge des Transports. On va bien sûr en parler avec l'aspect tarif dans ce contexte d'inflation et sous l'angle de la sécurité ou plutôt de l'insécurité et de la délinquance et en particulier vis-à-vis des femmes dans les transports. Vous êtes aussi un ministre qui se veut très politique. On va consacrer à cela une grande partie de ce grand rendez-vous avec un paysage politique en pleine ébullition, notamment à l'Assemblée nationale. Mais tout d'abord, à la une du Parisien ce matin, le ministre Gabriel Attal affirme qu'il faut, je cite, valoriser ceux qui font avancer le pays, une ode aux classes moyennes, la France laborieuse qui se lève tous les matins en ayant, dit-il, le sentiment de travailler pour d'autres. Qui sont les autres, Clément Beaune ? Écoutez, l'idée que le travail doit être notre valeur centrale, l'essentiel et la focale de notre politique économique, c'est notre ligne de conduite depuis 2017. Ça n'est pas une nouveauté, nous devons continuer dans cette direction. Il y a un moment où il y a beaucoup d'inflation, dans un moment où il y a de la fatigue, nous sortons d'une crise Covid, le Covid est encore là. Il y a pour ceux qui ont parfois des revenus qui sont faibles, qui sont issus de leur travail, le sentiment que c'est difficile. Mais moi je n'oppose pas les Français les uns aux autres. D'ailleurs, on a une politique qui est complète et qui est cohérente. Le travail n'est pas réservé à quelques-uns. Notre politique, elle vise à essayer de donner du travail et de l'émancipation à tous ceux qui en sont privés ou sont en difficulté. Ça vaut pour des gens qui sont au chômage et qui veulent reprendre un emploi. Ça vaut pour des gamins qui décrochent et qui parfois, par l'apprentissage ou par d'autres formations, on a doublé le nombre d'apprentis, peuvent retrouver une confiance en eux et un travail. Ça vaut pour ceux qui travaillent déjà et qui ont parfois des difficultés de fin de mois et qu'on doit aider. Il n'y a pas d'opposition malgré tout dans cet article. Il y a bien cette France qui se lève tôt, qui a le sentiment finalement de travailler pour d'autres, et puis une autre France qui est décrite. Vous ne voulez pas la caractériser, cette autre France-là, qui semble-t-il, dans les lignes du Parisien, ce serait une France des assistés pour faire. Non, moi je ne dis pas cela, et je crois qu'il y a une seule France. Moi je suis très attaché dans le moment politique qu'on vit, vous venez de le suggérer, fracturé, avec beaucoup de tensions. Il faut au contraire avoir un discours, bien sûr, de rassemblement. Mais il faut avoir une ligne politique. Et notre ligne politique, notre ligne de politique économique en particulier, c'est le travail. Et le travail, ce n'est pas réservé à une catégorie de Français. Il faut que le travail paie. Il faut que ceux qui travaillent s'en sortent mieux. Il faut que ceux qui n'ont pas de travail mais qui veulent en reprendre un puissent le faire. Et puis il y a, je le dis aussi, c'est d'ailleurs évoqué dans l'interview de Gabriel Attal, des Français qui sont en situation de grande précarité, qui ont arrêté de travailler parce qu'ils sont à la retraite, qui ne peuvent pas travailler parce que ce sont des personnes handicapées, les jeunes qui décrochent, et ceux-là, on doit les aider, les protéger. C'est ce qu'on fait d'ailleurs, le gouvernement le fait, en revalorisant les aides APL, les aides aux étudiants et les bourses, par exemple. On se comprend bien. Quand Gabriel Attal parle de la France qui se lève tôt, de la France qui travaille, de la France qui se sent un peu peut-être aliénée, est-ce qu'on pourrait parler d'une aliénation des classes moyennes aujourd'hui en France ? Non, moi je n'utilise pas le terme d'aliénation, mais c'est difficile. J'utilise des termes simples, c'est difficile. Le sentiment de ne pas en avoir pour son argent, de travailler davantage sans pour autant tirer les profits, les avantages de cela. Ce que je vois, pour être très simple et très concret, c'est qu'on est dans une période difficile. L'inflation, ça touche beaucoup les familles. Ceux qui travaillent doivent avoir en effet le sentiment que le travail paie et qu'ils peuvent s'en sortir pour eux et pour leur famille. Ça veut dire qu'on s'en sort en créant de la richesse, ça veut dire qu'on s'en sort en rémunérant le travail, ça veut dire tout simplement, parlons de revenir à l'essentiel, qu'on s'en sort aussi en créant des emplois. Pour ceux qui n'en ont pas. Ça veut dire qu'il y a trop d'assistanat en France, parce que c'est un peu ça qu'on comprend à travers ces pas, mais nous, ce gouvernement, cette majorité depuis 2017, on est dans la cohérence de notre ligne, celle d'Emmanuel Macron depuis le début, c'est la valeur travail. On l'assume. C'est la première fois qu'un tel discours est tenu. Ça, c'est un discours aux accents sarkozystes, plus teinté de valeurs de droite. D'ailleurs, j'ai pas lu le mot d'assistanat, c'est pas un mot que j'utilise, je l'ai pas lu dans l'interview. On oppose deux France, celle qui s'élève tôt et l'autre. Je crois pas que ce soit le propos, et je crois pas que ce soit la ligne du gouvernement. En tout cas, c'est pas le propos que je défends. Mais oui, on s'en sortira. C'est toute notre ligne de conduite, la réforme du marché du travail, la baisse de l'impôt sur le revenu, la baisse des impôts de production pour réindustrialiser le pays, créer des emplois et créer des emplois qualifiés. Toute notre politique, c'est de faire baisser le chômage et de donner du travail. La valeur travail était quand même une valeur qui était, j'allais dire, non pas, qui était plutôt rapportée, en tout cas rattachée à la droite. Vous la prenez aujourd'hui à votre compte ? Aujourd'hui, Sonia Mabrouk, je crois que vous pouvez regarder tous les discours d'Emmanuel Macron que j'ai suivis depuis le départ. Depuis 2016-2017, il a été ministre de l'économie, de l'industrie, c'était la valeur travail. La campagne électorale, c'était en 2017 déjà la valeur travail. Et notre action et nos résultats. Parce que faire baisser le chômage, redonner du travail à ceux qui n'en avaient pas, c'est pas opposer les Français les uns aux autres, c'est avoir pour tous le même projet d'émancipation
par le travail notamment, de justice sociale. Vous étiez le tenant de la théorie du ruissellement. On passe de la théorie du ruissellement aujourd'hui à une ode aux classes moyennes. Reconnaissez qu'il y a un changement de braquet pour le moins. Pas du tout. Franchement, je ne crois pas du tout. Le ruissellement qu'on a parfois caricaturé, c'est l'idée de dire il faut aussi que le capital soit utilisé pour créer du travail. Par exemple, moi je l'assume, quand on a réformé l'impôt de solidarité sur la fortune, ce n'était pas d'ailleurs une suppression, c'était pour dire quand vous faites de la rente immobilière, ça ne sert à rien, et s'enrichir comme ça, ce n'est pas productif pour la société. En revanche, quand vous investissez dans l'industrie, dans la relocalisation, là c'est utile pour tout le monde. On peut appeler ça ruissellement ou autre chose. C'est la même cohérence. Les plus précaires, qui sont au chômage, essayer de tout faire pour leur redonner une formation, un travail. Ceux qui bossent aujourd'hui, faire en sorte qu'à la fin du mois, ça se passe mieux et que les familles soient aidées. On le fait sur l'énergie, on en parlera sur les transports. Et puis, les plus riches, ils doivent contribuer. C'est aussi pour ça qu'on fera le dividende salarié, pour qu'il n'y ait pas que l'actionnaire qui s'enrichisse quand une société fait des profits, et que ceux qui ont du capital à investir le fassent en France et le fassent dans l'industrie. Je crois que c'est une politique cohérente. Alors, Sandrine Rousseau, je crois, si je ne me trompe pas, avait déjà utilisé la formule le droit à la paresse. Est-ce que pour vous, c'est une formule exagérément polémique, une formule contre laquelle vous vous dressez en parlant de la valeur travail? Si c'est une élégante référence littéraire, un texte, je crois, du 19e siècle de M. Lafargue, ce qui est intéressant d'ailleurs, pourquoi pas, mais si c'est pour opposer au travail, non, certainement pas. Un droit au repos, un droit à l'émancipation par la culture, par avoir du temps libre, c'est un grand projet de société que la gauche, et pas que la gauche d'ailleurs, a porté depuis plusieurs décennies, donc ça je le revendique. Mais la gauche qui a créé les congés payés, et c'est un grand héritage social fier de notre pays, c'est pas une gauche qui était contre la valeur travail. C'est une gauche qui voulait aider les travailleurs, justement. Parce que quand on travaille, on a le droit de gagner sa vie et on a le droit à un peu de repos. Cette gauche-là incarnée par Sandrine Rousseau, qu'est-ce qu'elle représente justement pour la valeur travail? Et pour moi, je vais être honnête, la gauche de Sandrine Rousseau, elle représente d'abord une grande confusion. Moi, je ne me reconnais pas dans cette mélasse où on jette à la fois de la soupe sur des tableaux, on soutient des activistes qui bloquent les routes, on manifeste contre les bassines. Et je n'ai jamais entendu, c'est ça qui m'intéresse le plus, parce que j'étais encore il y a quelques jours dans l'hémicycle avec Sandrine Rousseau, je n'ai jamais entendu une proposition précise, à part les actions chocs. En débattre, mais jamais une proposition précise sur l'investissement dans l'énergie, sur l'investissement dans les transports, jamais. Jamais de Mme Rousseau et de cette gauche-là. J'en ai entendu parfois du Parti socialiste, j'en ai entendu des Républicains, mais jamais de cette gauche qui fait aujourd'hui seulement le buzz. La gauche, elle dit que quand vous dites aujourd'hui priorité aux Français qui bossent, vous changez complètement votre discours, parce que quand on tient compte d'une mesure, Clément Beaune, en tous les cas d'une étude, c'est l'INSEE qui a publié son portrait social de la France il y a quelques jours. Eh bien, la moitié des Français les plus aisés est celle qui a profité le plus de vos mesures en 2020-2021. Quand vous dites que vous aidez ceux qui bossent aujourd'hui, c'est surtout ceux qui bossent et qui gagnent très bien. D'accord, je pense que ça n'est pas vrai si vous prenez tout le quinquennat passé. L'INSEE a tort. Non, pas du tout. Vous avez dit vous-même, c'est une période 2020-2021. Je ne conteste pas les chiffres. Quand vous regardez ce qui s'est fait depuis 2017, ça avait été montré, justement plutôt les classes moyennes et les plus modestes qui ont bénéficié le plus de nos protections, de nos mesures. Dans la période du Covid, on est le pays qui a le plus aidé les plus modestes, notamment les petits commerçants, les petits artisans. Nous avons encore aujourd'hui, peut-être que nous en reparlerons, avec la réforme aussi, une assurance chômage, bien sûr, mais c'est pour ça qu'il faut trouver un équilibre. C'est important. C'est-à-dire que maintenant, quand ils se retrouvent face à d'immenses difficultés qui nous regardent, précisons que ce ne sont pas des aides. C'est pour ça qu'on ne peut pas déverser de l'argent sans se préoccuper de l'avenir et sans se préoccuper d'un ciblage, bien sûr. Et je rappelle aussi que nous sommes le seul pays de la zone euro dans lequel le taux de pauvreté n'a pas augmenté pendant la période Covid. Parce que nous avons... Je ne dis pas du tout que tout va bien. Vous me demandez quelle est la ligne politique. Je l'explique. Cohérence, le travail, sans opposer les Français les uns aux autres. Aider ceux qui ne peuvent pas bosser parce qu'il y en a qui ne peuvent pas, parce qu'ils sont handicapés, parce qu'ils sont trop âgés, parce qu'ils ont un accident de la vie. Quand vous dites depuis le début qu'il faut que le travail paye, vous le répétez à plusieurs reprises, qu'est-ce que ça signifie réellement? Ça veut dire que le travail ne paye pas suffisamment aujourd'hui? Ça veut dire qu'on doit aller plus loin pour qu'il y ait un sentiment de justice. Je prends quelques exemples. Quand vous baissez l'impôt sur le revenu, notamment des fameuses classes moyennes, c'est une aide à être rémunéré mieux par son travail. Quand vous créez la prime dite Macron, qui permet d'avoir un intéressement en quelque sorte à la situation économique au bénéfice de l'entreprise, c'est aussi une récompense pour le salarié, pas pour les plus riches, pour ceux qui bossent et qui ont parfois des difficultés. Quand on est en train de travailler avec le ministre du Travail, Olivier Dussopt, sur ce qu'on a appelé parfois le dividende salarié, c'est-à-dire pas seulement l'actionnaire qui est rémunéré quand il y a des bons profits, mais aussi le profit pour tous, eh bien je pense que tout ça, ce sont des mesures, pour en prendre quelques-unes, qui sont pour ceux qui travaillent. Mais encore une fois, en plus, classe moyenne, c'est toujours difficile à définir. Donc moi, je préfère vous donner la ligne politique du gouvernement. Elle est l'émancipation, la justice sociale et le travail. Pardon ? Elle est parfois tout aussi difficile à définir.
la ligne du gouvernement que les classes moyennes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes les grands protecteurs des classes moyennes. Vous avez quand même commencé le quinquennat. Peut-être que certains vous ont caricaturé en parlant de la Startup Nation, etc. Et aujourd'hui, vous vous retrouvez aux côtés de ceux qui travaillent et se lèvent tôt le matin. Je ne vais pas faire de l'archéologie, de discours et de mesures. Soyons très clairs, le slogan de 2017, et ça n'était pas qu'un slogan, c'est tout le programme du président élu, c'était libérer, protéger. Moi, j'étais ministre des Affaires européennes. Une des premières mesures qu'on a défendues avec le président de la République, c'était la lutte contre le dumping social en Europe, dans des secteurs comme le travail, comme le transport routier, qui sont très difficiles, et autres. Donc, quand on lutte contre le travail détaché et la fraude, quand on lutte contre le dumping social, quand on protège les plus modestes, comme aucun pays européen, c'est un fait. Pendant la crise Covid, je ne crois pas qu'on soit dans une politique pour les riches. Mais qu'on se comprenne bien, est-ce qu'il y a, je reprends l'interview de ce matin de Gabriel Attal, est-ce qu'il y a en France aujourd'hui une culture de l'assistanat ou un problème majeur d'assistanat? Non, je ne crois pas. Il y a des gens qui sont privés d'emploi et qui, pour l'immense majorité d'entre eux, veulent en retrouver un. Bon. Et donc, on doit être à la fois incitatif. La réforme de l'assurance chômage, il faut l'assumer parce qu'elle n'est pas une punition. Elle est une façon, avec un accompagnement de Pôle emploi, etc., de retrouver un job plus vite. Quand vous faites une réforme comme celle de la formation professionnelle, vous permettez à des gamins qui étaient souvent en décrochage, à qui on présentait l'apprentissage comme une punition, vous revalorisez les choses, on a doublé le nombre d'apprentis. Ça, c'est du travail, et ça, je crois que c'est notre politique depuis le premier jour. Donc moi, je ne dis pas qu'il y a des assistés, il y a des gens qui sont en difficulté, et puis bien sûr, il faut que chacun fasse sa part d'effort. Pourquoi vous ne reprenez pas justement la dialectique des assistés? Elle fait référence pour vous à, je sais pas, une case politique dans laquelle vous ne voulez pas être enfermé, ou alors c'est un déni de réalité? Vous me demandez, Sonia Mabrouk, quelle est la ligne dans la cohérence et dans la continuité. Je n'ai jamais utilisé le vocabulaire, je ne vais pas commencer ce matin. Et par ailleurs, oui, je l'assume, je pense qu'il y a une part parfois de mépris social dans ce mot d'assister. Et là aussi, quand on ne sait pas bien définir les concepts, moi je préfère ne pas les utiliser. Il y a des Français qui sont privés d'emploi. Il y en a qui travaillent dur pour en retrouver un, il faut les aider. Il y en a qui doivent faire sans doute un peu plus d'efforts. Mais on est dans un tel moment de division, de fracturation, on le voit au Parlement, on le voit dans le débat public, que tous les mots qui blessent, moi je les évite. On va continuer à parler de cette France qui se lève tôt, parce qu'elle se lève tôt et elle prend aussi les transports. Oui. Vous en êtes directement en charge. On va parler des tarifs, des coûts et de la sécurité également. Une courte pause et on se retrouve sur CNews et Europe 1. Et la suite du grand rendez-vous avec notre invité, le ministre en charge des Transports, Clément Beaune. Dans la première partie, vous avez affirmé qu'il y a une part de mépris social quand on parle des assistés. Vous ne voulez pas parler de deux France, contrairement, on peut le noter, au ministre Gabriel Attal dans le Parisien. Non, je vois. C'est un mauvais résumé de vos propos? Sur assisté, j'assume, je ne suis pas en désaccord avec ce qui est dit sur la nécessité de soutenir ceux qui travaillent. Bien sûr. Non, mais je disais, comme il disait qu'il y avait deux France, vous dites qu'il n'y a qu'une seule France. Oui, je pense qu'il y a une seule France et que c'est notre responsabilité. Une nuance ou un désaccord pour le moins? Je vous laisse le commentaire. Sur les transports en particulier, Nicolas Barret. Oui, Clément Beaune, Île-de-France Mobilité, qui gère les transports en Île-de-France, donc fait face à une envolée des coûts dus à l'énergie notamment. Il vous demande de pouvoir augmenter la contribution des entreprises. Pour ça, il faut une loi. Et ça, vous refusez. Du coup, ce sont les usagers qui vont devoir payer cette hausse des coûts? Alors, soyons très clairs, parce qu'il y a beaucoup de confusion, il faut le dire, un peu de complexité dans ce débat sur les transports, je veux le dire en deux mots. Les transports qu'on appelle parfois du quotidien. En Île-de-France, le bus, le métro, le Transilien, que prennent des millions de gens chaque jour. Dans toutes les régions de France, d'ailleurs, le TER, par exemple, dans chacune de nos régions, sont la responsabilité des régions. C'est un combat que beaucoup, d'ailleurs, de décentralisateurs, et je le comprends parfaitement, ont mené ces dernières années. C'est une compétence qui est entièrement entre les mains des régions. Ni l'offre de transport, ni les tarifs de transport de ce quotidien ne sont fixés par l'État. Il faut quand même le rappeler parce que c'est facile de... Les régions qui ont la main sur ce que payent les entreprises. C'est la loi qui le décide. Pas tout à fait, mais je vais y venir. Mais donc je veux quand même que, moi en politique, je trouve que c'est bien quand chacun assume ses responsabilités. Moi j'assume mes responsabilités sur ce qui relève par exemple du TGV, des trains intercités, des trains nationaux. Nous avons mis en place un bouclier tarifaire. On va en parler. Non mais c'est très important. Donc en Île-de-France, il y a un sujet spécifique. Le pass Navigo, qui est le tarif de transport, le pass de transport en Île-de-France, est déterminé dans son prix intégralement par la région Île-de-France Mobilité plus précisément. Il y a eu un vote au Parlement, à plusieurs reprises d'ailleurs, encore ces derniers jours au Sénat, puisque certains parlementaires ont défendu l'idée qu'il fallait augmenter la contribution des entreprises. Je rappelle aujourd'hui que déjà les employeurs, c'est ceux qui payent la plus grande part des tarifs de transport. C'est pas seulement le gouvernement qui a refusé. Oui, on voulait... C'est quand même le gouvernement Alors, qui refuse. J'y viens, on veut être cohérent. C'est-à-dire qu'on est en train de... c'est refusé. Oui, j'y viens, mais pourquoi ?
il y a eu un avis défavorable du gouvernement, pour être précis. Parce qu'on a déjà augmenté ces dernières années fortement la contribution des entreprises au financement des transports, et parce qu'on est en train de baisser la fiscalité sur les entreprises, notamment industrielles, il faut être cohérent. Et pardon, ce sont les usagers qui vont payer. J'y viens tout de suite. Non, je ne crois pas. Il n'y a aucune fatalité à ça. Et c'est le Sénat qui a refusé, y compris, il faut quand même le préciser, Nicolas Barré, les amis politiques de Valérie Pécresse, les LR ont majoritairement refusé. Ils ont la majorité au Sénat. Mais ils ont majoritairement refusé. Le gouvernement a dit non. Alors, le gouvernement a donné un avis défavorable. Le Sénat a dit non. Non, mais oui. Tout le monde a dit non. Non, mais y compris les c'est vous qui êtes invité ce dimanche. Et bien sûr, donc, mais j'assume. Pourquoi vous refusez ce qui va être porté par les usagers? J'assume cette cohérence. Non, ça n'a aucune fatalité à ce que ça soit payé par les usagers. Il y a... Par qui, alors? Toutes les régions sont en train de fixer leur prix pour 2023. Vous remarquerez qu'en Occitanie, par exemple, Mme Delga a baissé les prix du train. Vous remarquerez, c'est une autre sensibilité politique, que M. Bertrand, dans les Hauts-de-France, a décidé de ne pas augmenter les prix du train du quotidien. Il n'y a pas d'argent magique, là, il manque 450 D'accord, mais toutes les régions font face... Pardon, M. Barré, les... moi je suis élu de Paris, je suis francilien, je suis sensible à cela, évidemment, je vais y venir, mais toutes les régions font face à la même crise de l'énergie. Madame Pécresse... Donc ce sont des choix politiques. Donc Madame Pécresse fait le choix de faire porter tout cela aux usagers. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des arbitrages budgétaires à faire. Il y a des régions qui baissent le prix du train, donc ça doit être possible. Il y a des régions qui n'augmentent pas le prix du train. Si Madame Pécresse indique qu'il y a le Navigo à 100 €, c'est la responsabilité de la région. Et il n'y a aucune fatalité. Moi, je pense aux usagers. 100 €, ce serait, pardonnez-moi, c'est intenable. Hein. C'est intenable. Totalement intenable. On parlait de la situation des classes moyennes, plutôt l'augmentation des prix du transport, ça va écraser les classes moyennes. Pardon, je vous réponds, c'est intenable d'avoir un pass Navigo à 100 €, et il n'y a aucune justification à mettre le pass Navigo à 100 €. Aucune. Vous parlez pardonnez-moi, attendez, aucune. C'est-à-dire vous ne croyez pas à son augmentation jusqu'à 100 €. La région le décidera, mais je ne vois aucune raison de faire cela, d'augmenter de 30% le prix des transports publics. L'Île-de-France serait la seule région de France à faire cela. Vous trouvez où l'argent pour Maintenant, moi, je le dis, responsabilité et confiance. Moi, je travaille quotidiennement avec Valérie Pécresse. Je sais que la situation est difficile. Ça ne s'entend pas tout de suite, je vous le dis. Mais parce que je préfère quand même qu'on repose les responsabilités avant toute chose. Et si vous dites à quelqu'un c'est de votre faute et venons travailler, c'est une manière d'avancer. La responsabilité et la faute, on va pas faire un long débat, c'est pas tout à fait la même chose. Et moi, j'assume ce qui relève du gouvernement et de l'État, et les régions, chacune, assument ce qui relève d'elle-même. Ça ne veut pas dire qu'après on ne travaille pas ensemble. Et donc je sais que la situation de l'Île-de-France... Elle rejette la responsabilité sur vous. Je ne veux pas jouer à qui est... C'est pour ça, moi, vous m'avez très peu entendu m'exprimer, parce que ce n'est pas ma conception des choses. Je ne suis pas tous les jours en train de dire c'est la faute de l'un, c'est la faute de l'autre. Je travaille avec Valérie Pécresse, et je vais vous dire, pour aller au bout du raisonnement, je suis tout à fait d'accord qu'il va falloir trouver un moyen d'aider la région Île-de-France. Donc voilà, pour être très clair, il y a une responsabilité, ce n'est pas l'État qui fixe les tarifs. Les régions ont des politiques différentes, donc il y a des choix politiques. Il n'y a aucune justification, passe Navigo à 100 €. Et oui, il faut que l'État soit en soutien de la région Île-de-France. Je rappelle que dans la crise Covid, par exemple, où il y avait déjà une grande difficulté de financement, nous avons donné 2 milliards d'aides à la région Île-de-France. Ça a été la plus aidée de France, c'était légitime. Et donc là, il y a des discussions qui sont en cours avec la région Île-de-France, avec Valérie Pécresse, dont je mesure les difficultés d'organisation pour cette région, et nous verrons dans les prochains jours, les prochaines semaines, comment on peut aider. Vous parlez du sujet avec Jean Castex, le nouveau patron de la RATP? J'ai eu un premier... Vous n'avez pas trop le droit, parce que c'est votre ancien patron. Alors j'ai parfaitement le droit, et j'ai même le devoir de le faire, puisque je suis ministre des Transports, et la RATP, qui fournit les transports en Île-de-France, est une société à 100% publique. Donc je ne rejette évidemment pas les responsabilités. J'ai eu un entretien dès le premier jour de la prise de fonction de Jean Castex. Il prendra toutes ses fonctions demain, mais dès le jeudi après le Conseil des ministres, je l'ai rencontré. On a parlé de cela. Il en a parlé, je crois, avec Valérie Pécresse. Donc oui, je mesure que c'est la galère aujourd'hui dans le bus et le transport parisien. C'est la galère aussi dans une ou deux... Qu'on se comprenne bien, vous avez dit 100 €, c'est impensable. Est-ce que ce serait illégitime pour vous fondamentalement? Je ne multiplie pas les qualificatifs. Je dis qu'il n'y a pas de justification à cela et que c'est la région qui en décide. Mais c'est bien la preuve que c'est la région qui en décide. Moi, je le dis, je suis ministre des Transports national. Je regarde ce qui se passe dans toutes les régions. Il y en a qui baissent le prix du train, il y en a qui stabilisent le prix du train, il y en a sans doute qui augmenteront un petit peu. Aucune région n'a augmenté de 35% le prix du train. Il faut juste qu'on précise à nos téléspectateurs qui nous regardent partout en France que la mobilité des Franciliens, c'est un enjeu économique et financier énorme. Et national, d'intérêt national, bien sûr. Donc nous venons de parler des classes moyennes. L'enjeu est essentiel. C'est pour ça, Sonia Mabrouk, que je vous dis, il ne faut pas qu'il y ait ce pass Navigo à 100 €. La région doit prendre ses responsabilités et je suis prêt, comme ministre des Transports, à continuer les discussions pour voir comment on peut soutenir la région Île-de-France. Les discussions, elles se poursuivent et elles semblent en tous les cas bien avancées au sujet des trains et de la SNCF, puisque la SNCF a confirmé qu'elle ne va pas répercuter l'équivalent de la hausse des coûts sur le prix des billets. Est-ce que c'est la conséquence du bouclier tarifaire dont vous aviez parlé? Oui, absolument. J'ai demandé à la SNCF, ça revient directement au gouvernement, les grandes lignes, le TGV, mais aussi l'Intercité, qui est utilisé par des millions de Français.
et qui est parfois un train du quotidien. Je pense à des lignes comme Paris-Clermont-Ferrand, comme Paris-Limoges. Bon, et bien sûr, ces lignes-là, nous avons demandé à la SNCF, société publique, un bouclier tarifaire. La facture d'énergie de la SNCF augmente considérablement. Ça, c'est la réalité malheureusement internationale. Nous avons aidé la SNCF à maîtriser ses coûts d'énergie et nous demandons justement à la SNCF de ne pas tout répercuter sur les usagers. Et j'ai demandé deux choses, que quoi qu'il arrive pour la hausse des prix moyens, elle ne soit pas supérieure à l'inflation, elle soit même inférieure à l'inflation. Ce sont les 5% qu'a annoncé la SNCF. Et puis surtout qu'il y ait une protection particulière, on en parlait, les plus modestes, les classes moyennes, sur ceux, les jeunes notamment, ceux qui ont peu de moyens, qui utilisent par exemple le Ouigo, pour être très concret, ceux qui ont des cartes d'abonnement, parce que souvent c'est des gens qui ont besoin du train au quotidien ou très fréquemment, ça, ce sont des prix qui seront gelés. Et ça, c'est acté. C'est acté, c'est acté totalement, et la SNCF l'a confirmé ces derniers jours. Peut-être une décision importante sur Bruxelles, Nicolas. Oui, Bruxelles s'apprête à rendre son verdict là, sur l'interdiction de l'avion pour les liaisons intérieures françaises inférieures à 2h30, quand c'est possible par le train. Il est très probable que Bruxelles décide d'assouplir ce que veut la France et donc d'autoriser davantage de mettre davantage de souplesse. Ça concerne des liaisons comme Paris-Bordeaux. Même le maire écolo de Bordeaux veut maintenir l'avion entre Paris et Bordeaux. Comme quoi ? Comment est-ce que vous réagissez à ça ? Sur le fait que le maire de Bordeaux veuille maintenir la ligne aérienne ? Sur le fait que Bruxelles voudrait assouplir la règle un peu stricte que vous... Oui, pour être très concret, on a effectivement, le Parlement a voté dans la loi qu'on appelait climat résilience il y a quelques mois, le fait que quand il y a une liaison ferroviaire de moins de 2h30, on supprime la ligne aérienne. C'est écologique, on parle de concret, on parle de changement, c'est important. Et il faut une procédure européenne pour faire court. Oui, je suis très confiant sur le fait que dans les prochains jours, nous obtiendrons une validation de cette mesure. Si ce n'est pas le cas ? Je crois que ce sera le cas. Et je pense que c'est très important. Parce que sinon, ça veut dire que Bruxelles décide pour les déplacements des Français. Non, alors, Bruxelles ne décide pas pour les déplacements des Français, mais il y a un certain nombre de règles sur les transports en Europe qu'on a définies ensemble, sur l'aérien, sur le ferroviaire, et ça s'impose à d'autres pays aussi. Et donc là, il y a une validation à avoir parce qu'on touche au marché. Et ça ne semble pas légitime qu'on puisse faire Paris-Bordeaux en avion ? Mais quand il y a une alternative ferroviaire, je pense que c'est important, en effet, qu'il n'y ait plus qu'une liaison ferroviaire, une liaison de train, et que on demande l'écologie, on nous dit vous faites pas assez, et puis là on nous dit vous faites trop. Bon, moi j'assume cet équilibre. Quand c'est 4 heures d'avion, quand c'est 4 heures de train, pardon, pour le monde économique notamment, c'est important d'avoir encore une liaison aérienne. Oui, enfin, les Bordelais, Paris-Toulouse. C'est important aussi d'avoir une alternative au train. Mais on a investi, y compris. Grève de la SNCF par exemple, c'est bien d'avoir. Il peut y avoir malheureusement aussi des grèves dans le transport aérien. C'est pas pour ça qu'on décide une politique écologique différente. Mais les collectivités, le contribuable français a financé les lignes à grande vitesse, notamment Paris-Bordeaux. Il y a des métropoles françaises qui ne sont pas encore reliées par LGV, qui en rêvent. Paris-Bordeaux, c'est 2h30. Il y a des problèmes aujourd'hui. Moi, je préfère qu'on améliore le fonctionnement de la ligne de train. Mais oui, bien sûr, il faut privilégier le train à chaque fois qu'on peut. Quand c'est 4 heures, c'est pas légitime de supprimer la liaison aérienne. Quand c'est 2h30, je pense qu'on est dans des délais qui sont tout à fait raisonnables. Et oui, c'est une transformation écologique que nous assumons. Et c'est aussi pour ça que nous investissons, je l'assume, dans d'autres lignes à grande vitesse. Bordeaux-Toulouse, par exemple, parce que Toulouse est aujourd'hui mal connectée à Bordeaux, mal connectée à Paris. Et à vous entendre, vous êtes confiant sur le feu vert de Bruxelles. Oui, je suis très confiant sur le feu vert de Bruxelles. Et comme vous l'avez dit, je pense que ce serait un peu étrange qu'on interdise une mesure écologique. Et c'est inimaginable. Oui. Comment ? C'est inimaginable. Vous l'excluez, c'est-à-dire vous attendez une décision. C'est Bruxelles, vous désavouez. C'est un problème. Mais je ne suis pas dans le Bruxelles bashing, comme vous le savez, et donc moi je mène des discussions, et ces discussions, je pense qu'elles sont en train d'aboutir, donc il n'y aura pas de problème avec l'Union européenne. On va continuer sur les transports, c'est évidemment un sujet majeur pour les Français. Il y a les tarifs, les coûts dans ce contexte d'inflation, il y a aussi la question de la sécurité, ou plutôt de l'insécurité, de la délinquance, et en particulier, mais pas seulement, avec un focus sur les femmes. On va en parler, une courte pause et on se retrouve. Côté Sonia Mabrouk. Notre invité ce dimanche, le ministre en charge des Transports, Clément Beaune. Alors l'un des sujets majeurs dans les transports, Clément Beaune, reste l'insécurité et la délinquance. Avec le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, vous avez annoncé un doublement des effectifs dans les transports, ainsi d'ailleurs que la création d'unités spéciales pour certaines grandes agglomérations. Est-ce que c'est un dispositif qui est provisoire simplement en vue des JO ou est-ce que ça va rester plus longtemps, ça sera pérenne ? C'est un effort majeur, littéralement inédit. On double les effectifs de sécurité dans les transports partout dans le pays. Et c'est un effort qui restera dans la durée. Donc il sera déployé, ce doublement des forces de sécurité qu'a permis le ministre de l'Intérieur, qu'a permis le Parlement en votant d'ailleurs la loi de modernisation du ministère de l'Intérieur cette semaine. Et ces 2000 forces supplémentaires seront là, au-delà des Jeux Olympiques et Paralympiques en France, déployées d'ici là et resteront dans la durée.
Création aussi d'unités spéciales, simplement pour préciser, dans les transports aussi, Oui, de dans les certaines grandes transports, absolument. agglomérations. Absolument, parce qu'aujourd'hui, il y avait quelques grandes agglomérations en France qui avaient en quelque sorte des forces qui étaient spécialisées, dédiées à la question des transports, au réseau de transport. Gérald Darmanin a permis qu'on l'étende. Je pense que c'est une très bonne chose. Et je prends un exemple, c'est très concret. Rien qu'à Paris, pour la préfecture de police, ce sont 200 forces de sécurité supplémentaires pour les seuls transports, qui s'ajoutent à 500 policiers qui sont déployés dans la ville pour renforcer la sécurité des Parisiennes et des Parisiens d'ici les Jeux Olympiques et qui resteront là aussi, c'est même 1000 effectifs en 5 ans supplémentaires dans la capitale. Donc on voit l'ampleur de l'effort sur les transports. On parle de l'insécurité dans les transports pour les Parisiens, vous l'avez dit, mais peut-être pour tout le monde. Mais j'insiste pour les Parisiennes, c'est-à-dire la question de la Oui. sécurité pour les femmes dans les transports, c'est une question qui revient de plus en plus. On parle d'insultes sexistes, d'agressions. Est-ce que les femmes en particulier ont raison de se sentir inquiètes dans les transports en commun aujourd'hui? Il y a une vraie inquiétude et moi je veux briser le tabou. On parle très peu de l'insécurité des femmes dans les transports. Je crois que notamment dans le quinquennat précédent, Marlène Schiappa a fait un très gros effort pour briser la loi du silence, parler par exemple du harcèlement de rue, dire que les femmes vivaient par des sifflements, par des gestes déplacés dans la rue, des choses très difficiles qu'on ne nommait pas ou qu'on négligeait. Bon, dans les transports, c'est pareil. Les chiffres sont édifiants. C'est toutes les femmes en France qui, dans les transports, au cours de leur vie, au moins une fois, subiront un geste, une insulte, un commentaire, une agression sexuelle ou sexiste. C'est donc majeur. En Ile-de-France, une enquête a été faite. 6 femmes sur 10 se sentent en insécurité en tant que femmes dans les transports. Et ça s'aggrave. Alors, 2 choses. D'abord, on renforce les mesures depuis plusieurs mois, plusieurs années. Et c'est aussi qu'il y a plus de signalements. Mais la situation est grave. Mais comment expliquer le fait que les transports sont un environnement de plus en plus inquiétant pour les femmes? C'est de plus en plus, mais en tout cas, il faut nommer les choses. Il y a quelque chose de nouveau néanmoins à travers ça. Je crois malheureusement, on en discutait avec des associations de femmes que j'ai réunies avec Marlène Schiappa vendredi, que de génération en génération, les mêmes craintes, pardon de le dire comme ça, une main aux fesses, un commentaire, un sifflement sur un quai de métro ou dans un bus, c'est une réalité qui demeure et finalement qu'on avait presque tolérée ou à laquelle beaucoup de femmes s'étaient résignées. On ne se résigne pas, on agit. C'est pour ça que c'est très directement lié aux annonces que vous évoquiez, Sonia Mabrouk. À Paris, les 200 policiers supplémentaires dans les transports, c'est majeur. Dans toute la France, les 2000 policiers et gendarmes supplémentaires dans les transports, c'est aussi pour lutter contre ce sentiment. Pourquoi avoir attendu tout ce temps? Vous êtes au pouvoir depuis quelques années. D'abord, on a déjà renforcé les efforts de sécurité. Il y a eu beaucoup de campagnes de sensibilisation que je ne dis pas qu'elles ne sont pas nécessaires. Assez peu. En réalité, assez peu. Mais... on parlait de la région Île-de-France. Valérie Pécresse a fait une très bonne action avec la RATP et la SNCF que nous soutenons, qui est le numéro 3117. Donc un numéro pour toute la SNCF au niveau national, pour la RATP en Île-de-France. On sait qu'il est très utilisé, il est vrai. Oui, mais de plus en plus, et j'allais dire de plus en plus parce qu'il est aussi plus connu. Des numéros de téléphone, des cellules, des numéros verts, etc. C'est très important parce qu'il y avait un tabou. Concrètement, parce que parfois on parle de tentatives de vol. Je vais vous le dire très concrètement. Les forces de sécurité, avant tout la sécurité, c'est d'avoir des forces qui sont là pour protéger, pour prendre en charge le cas échéant. C'est d'avoir... Les numéros, c'est pas anecdotique. C'est très important pour dire aux femmes, c'est pas normal que vous preniez une main aux fesses dans le métro. Appelez le numéro, signalez les agressions. C'est aussi comme ça qu'on luttera et que les forces de l'ordre ensuite peuvent intervenir. C'est pas du tout anecdotique. Moi, j'ai décidé que, au-delà de la journée du 25 novembre, qui était vendredi, qui est la journée de lutte contre les violences faites aux femmes, toute l'année, on fasse justement une campagne de prévention. C'est la première fois. Je finance pour 1 million d'euros avec le ministère des Transports une campagne sur toute l'année dans les réseaux de transport. Je demande à tous les réseaux de transport aussi d'avoir soit un numéro, soit une action spécifique sur la sécurité des femmes dans les transports. Donc, pardon, mais c'est très nouveau de le prendre à bras-le-corps, ce sujet. Et bien sûr, il y a une réalité qui est difficile, qui ne sera pas réglée d'un coup. Mais quand vous mettez des centaines, au niveau national, des milliers de forces de l'ordre supplémentaires dans les transports, c'est aussi pour lutter contre l'insécurité des femmes. Vous dites qu'il faut nommer les choses, mais alors allons jusqu'au bout. Est-ce que vous diriez qu'il y a une surreprésentation aussi de la délinquance étrangère, comme le dit le ministre de l'Intérieur? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Mais vous faites référence sans doute au débat qu'il y a eu récemment sur les chiffres à Paris. Bon. Les chiffres, dit le ministère de l'Intérieur. Les chiffres sont les chiffres. Moi, ce que je ne... Oui, mais est-ce que vous voyez la réalité, vous, des chiffres? Mais pardon, je ne veux pas qu'on mêle tout. C'est pas, je veux pas qu'on ait... Non, mais je veux pas par un raccourci. On parle d'insécurité et c'est le ministre de l'Intérieur qui a parlé de surreprésentation d'étrangers dans cette délinquance. Permettez de développer. Je voudrais pas que, c'est pas ce que vous avez dit, mais par un continuum ou un raccourci un peu facile, on dise insécurité des femmes dans les transports égale immigration égale étranger. C'est pas vrai. Bon. En revanche, oui, il y a des sujets d'immigration et il y a la délinquance étrangère en France. On l'a dit, le président de la République l'a dit. Ça veut pas dire, moi c'est ça que je refuserais toujours, que intrinsèquement un étranger est un délinquant, qu'un immigré est un délinquant. Évidemment pas. Mais ça va de soi. Mais laissons de côté le intrinsèquement. Et donc ça veut dire, pardon, que notre politique, on parlait,
je reste sur le sujet le plus concret, insécurité des femmes. Si vous voulez qu'il n'y ait pas d'agression sexiste et sexuelle, ce n'est pas une question d'étrangers ou pas étrangers, c'est une question de forte sécurité présente dans nos transports, quels que soient les agressions. Pardonnez-moi d'insister. Il y a une question, s'il y a une délinquance étrangère, ça renvoie à des questions sur les OQTF, tout est lié. D'accord, mais est-ce que vous avez un chiffre qui montre que dans le métro parisien, ce sont les étrangers qui mettent des mains aux fesses? Je laisse Mathieu Bock-Côté. Je pose la question tout simplement. Vous avez dit de génération en génération, cette insécurité est présente pour les femmes dans les transports. Je crois que vous citez adéquatement. Vous dites maintenant on prend ça au sérieux. Il n'y a pas pour vous un basculement ces dernières années où ce serait pour les femmes aujourd'hui plus inquiétant que ce ne l'était il y a 20 ans. Pour les femmes aujourd'hui, c'est plus dangereux. Pour les femmes, il y a une plus grande angoisse aujourd'hui. C'est comme ça depuis 50 ans et soudainement on prend conscience de ça aujourd'hui. Pas soudainement. Il y a heureusement des actions. Moi, je vous disais, j'ai rencontré des associations vendredi. Il y en a qui militent depuis des années, mais elles nous le disaient, on se sentait un peu seul. Le fait, je crois que personne n'a jamais nommé la réalité. Est-ce qu'il y a un basculement? C'est la question qu'on vous pose. Mais je passe sur l'insécurité elle-même, je ne suis pas sûr. D'ailleurs, honnêtement, il n'y a pas de chiffres qui montreraient l'évolution dans la durée de la délinquance à destination des femmes en particulier. Parce qu'on fait des études que depuis peu, et parce que, tant mieux, vous savez, à chaque fois dans ces phénomènes-là, il y a aussi plus de femmes qui signalent les violences, parce qu'il y a une libération de la parole, tant mieux. Ça ne veut pas forcément dire qu'il y en a plus, ça veut dire qu'on prend le sujet au sérieux. Et donc, je ne sais pas s'il y en a plus ou moins qu'il y a 20 ans. Il y en a 9, sinon que désormais on ouvre les yeux. Côté, je ne sais pas s'il y en a plus ou moins qu'il y a 20 ans, mais j'allais vous dire, ce n'est pas tellement mon sujet. Mon sujet, c'est qu'il n'y en ait plus. On comprend. C'est qu'il y en ait moins qu'aujourd'hui. Enfin, ne parlons pas de délinquance zéro qui sonne comme un slogan aujourd'hui. Je n'ai pas dit ça, Sonia Mabrouk, mais enfin... Non, mais ça, je reprends ce qu'a dit le ministre de l'Intérieur. Dans les annonces que vous avez fait, vous avez dit c'est le plan délinquance zéro. Il a dit, pour être précis, alors attendez, il y a beaucoup de choses. Le ministre de l'Intérieur, dans l'interview de cette semaine... Je l'écoute attentivement. Mais tout à fait, mais c'est pour ça que j'essaie de démêler les sujets le plus possible, pour ceux qui nous écoutent et me regardent. Le ministre de l'Intérieur a dit on veut des JO, des Jeux Olympiques et Paralympiques, délinquance zéro. Il y aura un dispositif exceptionnel contre le terrorisme, contre le hooliganisme, contre la question, ça veut l'insécurité. dire que vous avez retenu des leçons de la finale au Stade de France. Bien sûr, on retient des leçons de tous les événements. Donc, ce sera pas, voilà, c'était la faute des Anglais. Pardon, mais là, on parlait d'un sujet particulier. On tire des leçons des grandes événements. Il y avait eu beaucoup à ce moment-là aussi de problèmes. Vous avez raison, c'est pour ça qu'on prend très au sérieux. Le ministre de l'Intérieur, il réunit tous les mois l'ensemble des acteurs de la sécurité pour les Jeux Olympiques et Paralympiques. Ça sera un effort de sécurité et de pilotage de ces dispositifs de sécurité tout à fait exceptionnel parce que le monde nous regardera, les Français, les gens du monde entier seront en France et on veut que ça se passe bien. Mais il y a une réalité qui n'est pas les JO, qui est la vie des femmes dans les transports et c'est là qu'on intervient avec les renforcements d'effectifs majeurs. Votre positionnement, est-ce qu'il y a un problème culturel qui est contenu dans cette délinquance vis-à-vis des femmes? Probablement, oui, probablement, parce que je le disais... Comment, dans ce cas-là, y faire face? Moi, je le dis avec modestie, tout le monde peut se projeter. Je ne suis pas une femme dans les transports. Bon. Mais quand on discute avec des associations, avec des jeunes, il y avait une association, je le dis en 2 mots, c'est très important, qui nous racontait qu'elle faisait des interventions dans les lycées en Ile-de-France pour dire aux jeunes, filles et garçons, est-ce que pour vous, c'est normal qu'on siffle une fille sur un quai de métro? Et une immense majorité des jeunes, même des filles, disaient, oui, c'est normal, en tout cas, c'est banal. Il ne faut pas s'habituer à ça. Et donc oui, il y a un changement collectif, culturel à mener, dans le métro comme dans la rue. C'est ce changement culturel que vous voyez. Moi, j'évoquais par exemple certains qui peuvent peut-être avoir ancré en eux une forme de non-respect de l'égalité femmes-hommes et pour qui ce serait naturel justement de siffler une femme ou de lui mettre la main aux fesses. Vous ne reconnaissez aucun sujet culturel sur ce plan-là? Si vous voulez, les différentes cultures du monde, ça que vous Je voulez vous dire, pose une question assez large. Écoutez, il peut y avoir... Dans les valeurs de la République et de ceux qui la rejoignent, évidemment, l'égalité homme-femme, ça en fait partie, doit être respecté. Et tous ceux qui ne sont pas dans ces valeurs n'ont pas leur place dans notre République, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais malheureusement, je vais vous dire, Sonia Mabrouk, je crois que pour l'insécurité des femmes, le problème est encore plus profond. Ça serait trop facile, d'une certaine façon, si c'était simplement des cultures étrangères. Je crois que chez nous, disons-le aussi, il y a encore, même chez les jeunes, une inégalité. Et l'idée qu'une fille à qui on met une main en fesse dans le métro, c'est pas grave. Et si, c'est très grave et ça peut mener à des actions beaucoup plus graves. Et donc, on le dit, on le nomme, on le poursuit, on le sanctionne. On va poursuivre Clément Beaune sur d'autres sujets. Nous venons de parler des transports et en particulier parisiens. On va dire un mot sur Anne Hidalgo et sa gestion qui est dénoncée par votre gouvernement. Et puis on viendra sur l'international. Emmanuel Macron, président Globetrotter, ce sera dans quelques instants sur CNews et Europe 1. Et avec notre invité, le ministre en charge des Transports, qui est également Clément Beaune, député de la 7e élu de la 7e circonscription de Paris. Évidemment, la capitale vous tient à cœur. Nous parlions avec Nicolas Barret qui m'a rappelé les chiffres. En 2001, Paris n'était pas endetté et sa dette atteint aujourd'hui 7,7 milliards d'euros. Est-ce qu'il faut mettre Paris sous tutelle? Alors, il y a une situation financière qui est grave, effectivement, et qui n'est pas, contrairement à ce que dit Anne Hidalgo, liée à la Covid ou au fait que l'État ne prendrait pas ses responsabilités. La ville de Paris, on parlait de la région Île-de-France tout à l'heure, a fait aussi partie des collectivités les plus aidées, notamment pendant la crise Covid.
Et les chiffres sont éloquents, pour en prendre plusieurs, j'en prendrai qu'un. La dette, depuis le début du mandat de Mme Hidalgo, depuis 2014, a doublé. Il n'y avait pas le Covid en 2014. Donc, il faut assumer ses responsabilités. Mais donc, est-ce que c'est un scénario que la ville de Paris puisse être mise sous tutelle? Est-ce que c'est un scénario possible? C'est pas exclu, mais le fait même qu'on en parle, vous imaginez bien, pour la capitale, c'est gravissime. Moi, je ne le souhaite pas, je vais vous le dire franchement, parce que d'abord, ce serait un ultime recours qui serait extrêmement négatif. Je suis attaché à la liberté, à l'autonomie des collectivités locales, et je le disais quand on parlait du Navigo, je suis attaché à la responsabilité en politique. Donc que chacun assume ses actes. Aujourd'hui, Mme Hidalgo, pour essayer de faire face à cette espèce de boule de neige de dettes qui s'accumule, dit, brisant sa dernière promesse, je veux augmenter de 50%, pas 5%, on parlait de bouclier tarifaire à 5%, 50%, la taxe foncière des Parisiennes et des Parisiens. Bon, eh bien, qu'elle le dise et qu'elle l'assume aux Parisiens, elle l'a fait par communiqué de presse, sans aucune conférence, réponse aux questions des journalistes. On voit qu'il y a une espèce de fin de règne qui s'est installée. On est passé en 20 ans de 40 000. Hidalgo est tournée pour vous, fin de Je règne? pense que pour les Parisiens, elle est déjà tournée, la page d'Anne Hidalgo. Quand vous avez à l'élection présidentielle moins de 2% dans votre propre ville, il y a un Parisien sur 100, 20 000 personnes qui se sont déplacées pour voter pour leur propre maire. Madame Hidalgo est élue maire, elle a un mandat, elle l'exerce. Faudrait changer d'ailleurs le mode d'élection, à votre avis? Alors, je pense qu'en effet, les Parisiens sont déjà passés à autre chose, mais ils sont inquiets aujourd'hui, parce qu'on leur augmente leurs taxes en catimini, parce qu'ils ne voient pas vraiment de bénéfice à cette dérive financière. S'il y avait des investissements qui se verraient immédiatement, ça se saurait. À part des travaux, on ne voit pas grand-chose. Est-ce que vous souhaitez qu'on change le mode d'élection du maire de Paris avant la prochaine municipale? En soi, je pense que ce serait une bonne idée d'avoir dans nos grandes villes, puisqu'on parle de Paris, mais aussi de Lyon et de Marseille, un mode de scrutin qui soit plus direct, plus démocratique et plus transparent. Aujourd'hui, c'est compliqué pour ceux qui habitent Paris, Lyon, Marseille, il y a des petites différences. Vous votez dans un arrondissement et c'est indirectement que votre maire est élu, quelle que soit la sensibilité politique. Je pense qu'il y a un enjeu de transparence et de démocratie à changer le mode de scrutin, mais je vais vous dire plus fondamentalement, c'est encore plus important et plus grave. Il faut que Paris retrouve une fierté. Il faut qu'il y ait un projet politique. Aujourd'hui, on ne le voit pas. Mais au-delà du projet politique, si je peux me permettre, on a beaucoup parlé ces derniers temps de saccage Paris, d'une ville de moins en moins sécuritaire, d'une ville qui, certains disent même sans l'édit, ce qui est quand même une terrible idée quand on pense à Paris. Est-ce que le projet politique, c'est pas tout simplement de permettre à Paris de regagner ses bases, c'est-à-dire retrouver la sécurité élémentaire, la propreté élémentaire? Le projet politique viendrait après. Bien sûr, c'est la propreté, la sécurité et une forme de fierté. Les Parisiens sont très exigeants. C'est une capitale, donc c'est une ville qui intéresse tous les Français. Ils veulent en être fiers. Aujourd'hui, ils ne le sont plus. Nous accueillerons les Jeux Olympiques et Paralympiques. Paris, pas seulement, mais Paris sera notamment la vitrine du monde encore davantage. Moi, je ne me résous pas à ce que cette ville soit dégueulasse, à ce qu'il n'y ait pas de sécurité. D'ailleurs, l'État, en soutien à Paris, prend ses responsabilités, puisqu'on en a parlé à l'instant, nous renforçons avec Gérald Darmanin, par exemple, pas la que Paris sécurité. Soit dégueulasse. Dois-je en comprendre que pour l'instant, elle l'est selon vous? Vous vivez peut-être à Paris, vous y passez un certain temps, oui, la ville est sale. Non, mais la question, c'est plus directement, vous aurez pu prendre une photo d'un endroit sale de Paris et le publier sur les réseaux sociaux, de mettre saccage Paris. Parce qu'à ce moment-là, quand on posait la question à Anne Hidalgo, elle disait que c'était l'extrême droite qui était à l'origine de ce mouvement. Est-ce que vous pourriez aussi, est-ce que vous êtes un observateur averti de Paris et que vous avez vu des choses? Oui, alors moi, mon rôle, c'est pas de poster des photos, c'est d'agir comme député. Aujourd'hui, je suis au gouvernement, donc j'ai une suppléante qui fait ce travail aux côtés des Parisiennes et des Parisiens. Moi, j'y suis tous les week-ends. J'étais encore hier sur les marchés parisiens. Je vois que c'est sale et je vois que personne ne soutient Anne Hidalgo et tout le monde se plaint de la saleté. Que l'on soit de gauche ou de droite d'ailleurs. Donc c'est qu'il y a quand même un problème dans cette ville. Moi je veux bien qu'on dise c'est de la polémique, c'est du complotisme. Non, il y a un problème de saleté, il n'y a pas besoin d'être je ne sais quoi dans telle association d'extrême droite pour le dire, c'est un fantasme. Oui, il y a une réalité, la ville est sale et il y a des sujets d'insécurité. Et donc l'État prend sa responsabilité, en assurant notamment la sécurité des Parisiennes et des Parisiens, mais il ne peut pas tout faire. La saleté, c'est la compétence de la mairie. Sortons de la capitale et de France d'ailleurs pour aller à l'international où se trouve très souvent Emmanuel Macron. C'est un constat. Donc après l'Indonésie, l'Égypte, la Tunisie, il y a bientôt ce voyage d'État, cette visite d'État aux États-Unis. Ce qui fait dire à une partie de l'opposition, d'ailleurs à toute l'opposition, Clément Beaune, qu'il y a une forme d'impuissance du chef de l'État qui serait très heureux à l'international mais impuissant politiquement dans son propre pays. Je ne suis pas si vieux que ça, mais depuis que je suis en âge de suivre la politique, on entend ces débats autour des présidents de la République, surtout dans un second mandat. Ils ne seraient pas intéressés par la vie nationale, la vie interne du pays, etc. Et puis on reproche au président parfois de s'occuper de tout. Bon, moi je trouve qu'il y a un équilibre. Le président de la République est chef de l'État. Ça a un sens. Il représente la France dans les sommets européens, dans les sommets internationaux. Il se trouve qu'il y avait une actualité internationale particulièrement chargée. Mais ce que je dis par ailleurs, non seulement le président de la République s'occupe évidemment dans son périmètre d'action constitutionnelle du pays,
Et quand il est à l'international, le président de la République, c'est pas une carte postale, c'est pas une fuite ou c'est pas des vacances. C'est directement connecté. On voit bien l'impact de la situation internationale, peut-être plus que jamais ces dernières décennies, sur nos vies quotidiennes, sur l'inflation, sur le pouvoir d'achat des Français. Quand vous parlez énergie, quand vous essayez de mettre des prix maximum aux achats de gaz, quand vous essayez de trouver des accords européens pour qu'on ait des achats communs d'énergie et que ça coûte moins cher, c'est pas déconnecté. C'est directement la vie des Français. Donc l'international. Sauf que ça prend un temps fou. Là, il va aller aux États-Unis, il va rencontrer Joe Biden, qui lui agit, qui a pris cette loi pour protéger le marché américain. Et nous, en Europe, on y réfléchit, on y pense, mais on ne le fait pas. C'est exactement pour cette raison qu'il faut avoir des discussions avec les Américains. Les Américains ont pris une loi qui crée une forme d'avantage concurrentiel énorme. Est-ce qu'on attend et de protectionnisme, parfois. Mais on le défend au niveau européen. Ça va nécessiter d'ailleurs plusieurs sommets européens, encore au mois de décembre pour le président de la République. Il partira 2 jours à Bruxelles, il aura raison. Il va aux États-Unis rencontrer le président Biden. D'abord, c'est notre allié. On est dans une période où les alliances stratégiques militaires sont quand même importantes. La guerre est encore à nos portes avec ses drames, avec son impact sur nos vies quotidiennes. Et la question de l'énergie. On a des industriels et des coûts économiques. On a des industriels qui, aujourd'hui, font parfois des choix entre s'installer en Europe et s'installer aux États-Unis. Et les Américains ont pris une mesure, effectivement, de subvention très protectionniste. Mais on est en train de le faire en Europe. Qu'est-ce qui nous empêche de le faire aussi rapidement que les Américains? Mais je vais vous dire, Sonia Mabrouk, l'Europe, c'est plus long, c'est vrai. Parce qu'on est en train de construire un projet européen. Moi, je suis toujours fasciné par les gens qui vous disent « Bruxelles, c'est nul, l'Europe fait rien » et qui, toute la journée, essayent de la détricoter. Donc moi, je suis cohérent, je me bats depuis 5 ans. Et oui, c'est long, et oui, parfois c'est difficile, mais je suis convaincu que sur les grands défis migratoires, écologiques, industriels, la réponse, elle est européenne. Est-ce que je souhaiterais que ça aille plus vite? Oui, mais ça veut dire aussi donner plus de compétences et de pouvoir à l'Union européenne. Il faut être cohérent. Une puissance fédérale? Non, pas fédéral. Moi, je suis contre ce mot et contre cette réalité du fédéralisme. Mais pas besoin d'être fédéraliste pour considérer qu'il faut trouver un accord franco-allemand avec tout le monde. Le président se bat tous les jours pour ça, du G20 au sommet européen et sa visite à Washington aussi, pour qu'on ait une Europe qui soit forte et qui, par exemple, prenons un exemple très concret, est une exigence de réciprocité. Si on veut faire la transition écologique et produire des véhicules électriques en France et en Europe pas trop chers pour les classes moyennes, justement, dans les années qui viennent, il ne faut pas qu'on soit submergés par des véhicules chinois subventionnés par leur propre gouvernement et qu'on ait des mesures de réciprocité. Ça ne peut se faire qu'au niveau européen. C'est un des enjeux de la discussion aussi à Washington. Il ira donc à Washington. Ira-t-il au Qatar? Ça dépend aussi des performances de notre équipe. Regardez cette réaction hier d'Emmanuel Macron sur les réseaux sociaux. On va la lire ensemble. Cette Coupe du Monde de football, la première organisée dans le monde arabe, témoigne de changements concrets qui sont à l'œuvre. Le Qatar s'est engagé dans cette voie et doit continuer. Il peut compter sur notre soutien. Alors, on vous pose une question, on aurait pu la poser sur différents domaines, mais on a choisi celui-ci. Est-ce que vous voyez des changements, par exemple, dans la politique vis-à-vis des homosexuels? Pas encore, non. Il faut être clair. C'est un sujet sur lequel je me suis beaucoup engagé. Et donc, je suis sensible, pour le dire ludiquement, à ce qui se passe. Et qui est évidemment choque énormément de nos concitoyens, quelle que soit d'ailleurs sa sensibilité politique, son orientation sexuelle, etc. C'est le droit universel. Bon, qu'il y ait des grandes difficultés sociales, écologiques, sur le respect des droits des femmes, des homosexuels, c'est une évidence. Pas seulement au Qatar, d'ailleurs. Bon. La question est de savoir comment on s'y prend pour que ça change. Et de ce point de vue-là, je suis d'ailleurs honnêtement assez surpris par l'onde de choc. Cette Coupe du Monde est une bonne chose dans le débat public, parce qu'il y a des symboles, on peut discuter de celui qu'on retient, il y a des équipes de foot qui se mobilisent, il y a des débats chez nous, il y a même des gens qui sont fans de foot et qui disent est-ce que je vais regarder parce qu'ils sentent une gêne, si on peut regarder et avoir des valeurs. Mais pour le pays va changer. Mais bien sûr, parce que vous le croyez vraiment? Les changements concrets à l'œuvre. Mais pardon, non, je ne suis pas naïf, mais d'abord, est-ce que vous avez une meilleure option? Ce serait l'ingérence. Bon, je ne crois pas que ça marche, mais pardon, la pression qui est exercée, pas seulement par tel ou tel gouvernement, par le monde entier. On voit que le Qatar, avec cette Coupe du Monde, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a voulu rentrer en quelque sorte. roule sous la pression, là. Mais je pense que cette pression va avoir un effet. Je ne dis pas que c'est la seule chose, sinon malheureusement, il y aurait beaucoup de pays et de régimes qui auraient changé dans le monde. Mais moi je crois, c'est une action diplomatique, c'est une action symbolique, que oui, ça fait partie aussi des choses, et qu'un pays qui veut rentrer dans les échanges avec les grands pays occidentaux, avec les grandes démocraties, dans la durée, il aura besoin de ces changements. Mais vous conviendrez qu'en ce moment, ce sont plutôt les entreprises, les équipes de foot, et ainsi de suite, qui se sont pliées aux mœurs et aux règles du Qatar, plutôt que l'inverse. Oui, mais vous voyez, avec des actions, alors vous pouvez dire qu'elles sont symboliques, mais elles ont été commentées partout, et tant mieux, de l'équipe d'Allemagne, de l'équipe du Danemark, de nos Bleus aussi, qui ont donné de l'argent pour des fondations. On peut trouver qu'il faut aller plus loin, qu'il faut trouver d'autres gestes, chacun le fait à sa manière. Mais je pense que c'est très important. Moi, je ne néglige pas cela. En tous les cas, on a bien compris, vous ne boycottez pas le fait de regarder les matchs.
Vous avez dû prendre du plaisir peut-être à le regarder. Oh, j'ai regardé les matchs de l'équipe de France, c'est vrai, les 2 premiers, et j'ai pris du plaisir à la victoire de nos Bleus, parce que c'est notre équipe nationale. Donc si je comprends bien, la prochaine étape, ici, il continue à faire aussi bien, vous pourriez vous retrouver installé sur place, là-bas, dans l'enceinte. Ah, ça, je ne crois pas. Je ne suis pas ni président de la République, ni ministre des Sports, donc je n'ai pas de raison d'aller au Qatar. Vous auriez été ministre des Sports, vous seriez allé avec la contradiction et le combat que vous portez pour les homosexuels? Le ministre des Sports, la ministre des Sports, je C'est crois ma que... question, monsieur. Non, mais Est-ce que vous l'auriez fait? Oui, je crois que je l'aurais fait parce que on a défini une règle avec une certaine sobriété, on n'y est pas à tout moment, mais à partir du moment où ça devient un enjeu pour l'équipe nationale, je crois qu'il y a une certaine logique à le faire. Aujourd'hui, je vous avoue que c'est une question difficile, pour être honnête, que je n'ai pas eu à trancher, n'étant pas moi-même ministre des Sports, mais je continuerai sous plein de formes, au niveau international, au niveau européen. Je l'ai fait même pendant l'Euro la dernière fois, quand c'était dans mes compétences comme ministre des Affaires européennes, quitte à provoquer, je mènerai ce combat toujours. Merci Clément Beaune d'avoir été Merci notre beaucoup. invité ce dimanche pour le grand rendez-vous. Je remercie également mes camarades, Mathieu Bocoté, Nicolas Barret, et nos téléspectateurs et auditeurs nombreux. Je les en remercie et je vous dis à dimanche prochain, évidemment, et puis dès demain sur Europe 1 et CNews.